bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau Philippe Toledano, directeur des ventes chez BlackRock. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent. Alors, si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est pour parler obligations, une classe d'actifs, on l'entend beaucoup en ce moment, qui retrouve de l'intérêt dans ce contexte de marché. On va se demander pourquoi, on va aussi savoir surtout comment on peut en tirer parti quand on est un investisseur individuel. On va répondre à toutes ces questions, mais déjà, petit rappel des fondamentaux. On ne laisse personne sur le bas-côté, une action, on voit tous un peu faire ce que c'est. On retourne sur les bancs de l'école avec vous, Philippe, 5 minutes. Qu'est-ce que c'est une obligation ? Je crois qu'on a raison de rappeler, parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, et pour cause, le marché action avait envahi par ses performances l'actualité, donc il faut redire un peu la définition. Une obligation, c'est jamais qu'un prêt. Alors c'est un peu la préhistoire, hein. Je dirais finalement le basique du financier. Le fondamental. J'ai un prêt, associé à un prêt, il y a un taux d'intérêt, et puis il y a une durée d'engagement à l'issue de laquelle je vais récupérer mon capital. Donc voilà pour le format général. Là, je prête à qui alors ? Alors on peut prêter à plusieurs natures d'émetteurs, ce qu'on appelle un émetteur, celui qui émet les obligations. Il y a les entreprises, mais il y a aussi les États qui sont très friands de ce type de financement. Je le disais dans mon lancement, il y a aujourd'hui des caractéristiques de l'environnement de marché qui suscitent un regain d'intérêt sur les obligations. Comment vous l'expliquez, Philippe ? Alors c'est une année assez extraordinaire qui impacte en particulier l'univers obligataire et qui se détache du reste de l'histoire sur les 10 dernières années par l'inflation. C'est l'inflation qui a marqué. On avait déjà des prémices à la sortie de la crise Covid de ce phénomène inflationniste. Puis une accélération incroyable. Mais le phénomène s'installe, les prix continuent à monter et en réaction à cela, une stratégie qui existe, c'est d'activer les banques centrales sur des programmes de hausse de taux d'intérêt directeurs, ce qu'on appelle les intérêts directeurs. Ce sont les taux que pratiquent les banques centrales et qui vont s'appliquer sur la sphère interbancaire, sur toutes les banques. Donc ça va donner un peu le niveau de la mer, si vous voulez. Les taux en montant vont permettre, probablement, on l'espère, de refroidir la machine. Parce que l'argent est plus cher. L'argent est plus cher, voilà, donc, on prête moins facilement. Voilà. Et donc, évidemment, on peut supposer que l'activité économique dans son ensemble va se calmer un peu et les prix, en conséquence, vont se réduire. Alors, le niveau de la mer, en plus, il est remonté vite, puisque la remontée des taux elle était très, très rapide. Quelle influence concrète ça a eu sur le marché obligataire ? Alors c'est une influence, on va dire, double. La première, c'est sur la masse des obligations qui sont émises, qui ont déjà été émises dans un contexte différent, avec des taux plus bas, de taux de référence plus bas. Eh bien, la conséquence est immédiate, c'est une baisse des prix de ces obligations. Et donc sur le marché des obligations, ces obligations vont se négocier à des prix inférieurs. Donc c'est une décote assez importante et ça occasionne une performance négative dans cet univers-là. Mais deuxième niveau d'analyse, les nouvelles émissions qui arrivent, et c'est un cycle permanent de reconstitution du marché, il y a des émissions en permanence. Si aujourd'hui une entreprise doit emprunter de l'argent, elles vont devoir s'aligner avec ce niveau de la mer, comme on l'a dit, qui est plus haut, et donc vont offrir des rendements en conséquence. Donc on a au global une forme d'opportunité, toute chose égale par ailleurs, par rapport à l'année passée, en se disant les prix sont plus bas, je peux rentrer plus facilement. Et j'ai la perspective d'un rendement à horizon de la maturité de mes obligations qui sera meilleur. Alors ça, très bien, quand on est un investisseur individuel, on se dit chouette, sauf que pendant longtemps, le marché obligataire, c'était justement pas tellement à la portée de l'investisseur particulier. Comment on peut faire aujourd'hui ? C'est un vrai sujet. C'est un sujet historique parce que c'est une sphère d'activité financière qui était plutôt réservée à des professionnels. Les niveaux pour rentrer dans ce marché-là sont assez élevés selon les coupures, selon les types d'émetteurs. Et puis, il faut présenter un certain nombre de garanties pour rentrer sur ce type de marché. Non, c'est un sujet pas facile d'accès pour le particulier. Sauf que ça a changé. Ça a bien changé grâce à, on va dire, la gestion collective en général. Et aujourd'hui, le point sur lequel on voulait insister, les ETF obligataires sont une vraie source nouvelle pour l'accès au marché. Alors, les ETF obligataires, on connaît bien les ETF, on en parle souvent. On connaît plus peut-être les ETF actions. Est-ce que finalement un ETF obligataire, ça fonctionne
peu ou prou de la même façon. Alors, il y a beaucoup de mécanismes qui sont identiques. On retrouve le fait que l'ETF va se négocier toute la journée sur le marché, d'ailleurs le marché boursier, comme une action, sauf que le sous-jacent n'est pas de même nature. Le panier qui est à l'intérieur de ce fonds, eh bien, c'est un panier obligataire, c'est un panier d'obligation et non plus un panier d'action. Bon, sinon, en termes de, vous l'avez dit, de cotation, de frais, c'est peu ou prou la même chose. On est sur des frais qui sont plutôt très bas. On est sur, je dirais, une facilité d'accès. La manière dont ça se traite est tout à fait similaire. Voilà, il y a je dirais même un aspect intéressant à capturer, qui est la liquidité, puisque la liquidité d'ETF est assez utile. En reparler justement pour que les investisseurs, les gens qui nous regardent comprennent bien tout ce marché. Comment il a évolué, le marché des ETF obligataires en 2022 ? Alors ça, c'est en conséquence du contexte qu'on vient d'évoquer, en miroir, si j'ose dire, il y a un phénomène important d'attractivité sur cette sphère-là. Pour illustrer ça, peut-être le premier chiffre serait les flux. On est sur une collecte supérieure à 20 milliards, ne serait-ce que sur les ETF européens, UCITS, comme on dit. Et effectivement, ça marque un regain d'intérêt pour rebalancer, ce qu'on appelle rebalancer les portefeuilles, pour remixer un peu la composition de son portefeuille. Quand on avait, pendant les dernières années, plutôt choisi les actions. De l'action, là, on se dit, tiens, peut-être remettre une petite dose d'obligataire. Voilà, jouer la diversification en classe d'actifs. Donc ça, c'est le premier point. Et puis les volumes de négociation sont assez notables. On est sur une progression de plus de 25% depuis 2020, 12% depuis l'année dernière sur la sphère des crédits aux entreprises, des emprunts pour les entreprises. Donc là, on est sur quelque chose qui matérialise l'attractivité en chiffres. Peut-être un dernier point, c'est sur la liquidité. On a une forme de prime qui se dégage du marché des ETF. Lorsqu'on observe... Parce que ce n'est pas un marché très liquide à la base, c'est ça, et que finalement l'ETF amène peut-être ce surcroît de liquidité ? Alors, en tout cas, il y a manifestement quelque chose à extirper en termes de liquidité à partir de l'ETF. Et d'ailleurs, les professionnels de l'obligataire s'y intéressent fortement. Ils utilisent de plus en plus l'ETF comme un outil de liquidité. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, si on prend des données très concrètes, lorsqu'on observe un prix de marché, il y a le cours acheteur, le cours vendeur. L'écart entre ces deux prix... Ce qu'on appelle le spread. Le spread. En anglais le spread, cet écart matérialise le niveau de liquidité. Si on est très resserré, c'est plutôt assez liquide. Si on est très écarté, là, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. La rencontre entre l'offre et la demande ne se fait pas très bien. Tout à fait. Donc là, effectivement, cette prime-là, elle se matérialise, et notamment dans une phase de tension comme on a eu cette année. Bon, alors on pourrait se dire que le marché des ETF obligataires, c'est assez nouveau. Peut-être parce que ça se démocratise justement, sauf que, en fait, il a 20 ans ce marché. Donc c'est le bel âge, je serais tenté de dire, de quoi sans doute pouvoir quand même tirer quelques enseignements. Alors oui, là encore, je vais reprendre quelques chiffres, mais pour illustrer vraiment cette dynamique. Si on parle d'abord de volume de transactions, on parle de x 400. En 20 ans. Entre le début et la fin de cette période de 20 ans. Donc c'est gigantesque. Dans le même temps, la partie, je dirais, plus classique, les obligations en titre habituel d'obligation, c'est x2. Donc vous voyez, entre x2 d'un côté et x400... Petite différence. Il y a un vrai mouvement. On peut parler aussi, si j'ose dire, du stock, de l'existant. La volumétrie, là, c'est x 150. Alors, voyez, on est sur des chiffres qui caractérisent des accélérations, en fait. Alors, on est au début de l'histoire. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Et on peut y faire un parallèle par rapport à ce qu'on avait vécu dans les années 80-90 avec les ETF actions, d'ailleurs. Donc on est on a mis longtemps à atteindre 1000 milliards d'actifs sous gestion ETF obligataires, et puis on est passé en un an à 2000 milliards d'actifs sous gestion. C'est quoi l'horizon ? L'horizon, alors fin de décennie, 5000 milliards. Bon, 5000 milliards, fin de décennie. Forcément, les gens qui nous regardent se disent, bon, c'est bien beau tout ça, moi j'aimerais bien quelques exemples, mais peut-être avant, on aime bien aussi rappeler toujours les risques d'un ETF, et peut-être, est-ce qu'il y a des risques spécifiques aussi à l'ETF obligataire ? Alors oui, tout à fait. Il y a des risques spécifiques parce que la nature financière est très différente. Et donc, il y a, et d'ailleurs, ça fait aussi tout l'intérêt
parce qu'on veut diversifier la nature de ces risques. Hein. On dit souvent qu'il faut choisir le bon risque. Hein. Bon, entre choisir le bon risque et le mitiger, hein, le mélanger, c'est peut-être ça qu'on propose au travers des portefeuilles avec l'ajout des ETF obligataires. Et donc, si je reprends ces risques-là, il faut commencer par le risque de défaut. Hein. L'émetteur qui fait défaut, l'émetteur qui... L'entreprise qui emprunte de l'argent, puis au final, ça ne se passe pas comme elle veut. Qui fait faillite. Elle fait faillite, ouais, c'est ça. Faillite avant le terme de mon obligation. C'est le premier risque. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Le deuxième sujet, ça peut être simplement une baisse de qualité de crédit. Hein, ce qu'on appelle. On a moins confiance dans la nature de cet émetteur. Il a quelques problèmes. Il a aussi son activité se porte peut-être moins bien. Voilà, ou baisse moins bien d'activité, problème de trésorerie, etc. Donc là, c'est le risque de crédit. Et on va avoir, là, comme tu dis, un spread de crédit qui va se matérialiser. Et donc, ça va impacter le prix en conséquence. On a, troisième peut-être risque à mentionner, le risque de taux. C'est ce que je mentionnais tout à l'heure avec les stratégies des banques centrales. Si elles venaient à continuer leur mouvement de hausse sur les taux directeurs, évidemment, que les obligations vont continuer à perdre en valeur. Continuerait à être plus intéressante que celles qu'on a aujourd'hui. Exactement. Donc, il faudra tenir compte de ce genre de stratégie des banques centrales. Bon, en tout cas, c'est parfaitement clair. Je vous ai bien écouté, Philippe. On sait que la gamme de produits, elle est vaste. Forcément, quelques exemples d'ETF obligataires. Et là aussi, j'insiste, ce sont des exemples, pas des conseils d'investissement, puisque ça, il dépendra à tout un chacun de faire sa stratégie en fonction de ses objectifs, de sa connaissance de ses produits, des risques également que vous venez de rappeler, Philippe. Mais quand même, quelques exemples alors. Alors, dans les 20 dernières années, l'univers des ETF obligataires propose un choix, panel incroyable, tout à fait large, qui permet d'être très sélectif et de choisir son type de risque, comme je l'évoquais tout à l'heure. Nous, ce qu'on propose pour aujourd'hui, peut-être comme illustration de ce qui s'est d'abord passé dans cette année, comme point d'ancrage des flux, hein, ce sont ce qu'on appelle les crédits aux entreprises de type investment grade en anglais. Les entreprises bien notées, pour faire simple. Plutôt le haut du panier. Les entreprises dans lesquelles on a confiance. Exactement. Alors, là, on est sur quelque chose qui n'est pas très risqué, on a compris sur la qualité de crédit, mais on peut encore améliorer la question du risque avec la durée globale de mes obligations dans le panier. Hein, ce qu'on appelle techniquement la duration. Donc, on retrouvera ce terme duration assez fréquemment, et on peut viser donc des durations courtes. En anglais, short duration, hein, pour avoir... C'est quoi, short duration? Short duration, avoir simplement... C'est quoi, c'est l'horizon de temps finalement? Alors, moins de 3 ans. Moins de 3 ans, voilà. Moins de 3 ans, on est entre 2 et 3, 2 et demi et 3. Donc, ça permet d'avoir, je dirais, une forme de réduction de l'impact éventuel des hausses à venir, parce que finalement, mon panier sera moins sensible. Dans 3 ans, on en parle plus. Donc, exactement. Voilà. Et puis, 3 ans, ça veut dire que le panier intérieur de mon ETF va se renouveler de manière très très rapide. Hein, il va aller chercher les nouvelles émissions avec les nouvelles conditions de marché très très vite. Hein. Donc voilà, il y a toute cette considération-là à avoir, et c'est pour ça qu'on l'a choisi et que les investisseurs le choisissent manifestement. Alors, qui s'appelle ce fonds? Alors, c'est le iShares Dollar Short Duration. On mettra le nom, parce que c'est un peu compliqué, on le mettra en bas de la vidéo. Bon, il faut décoder un petit peu, mais c'est vrai que c'est un grand succès de cette année. Donc je donne le nom complet, iShares Dollar Short Duration Core Bond UCITS. Voilà, comme ça vous savez tout. Tout à fait. Alors, on pourrait aller chercher un peu plus de risques et avoir un rendement un peu amélioré dans la même sphère avec ce qu'on appelle le high yield, hein, donc un rendement plus élevé, rendement high yield, un rendement élevé. Mais les entreprises un petit peu moins bien notées, on va dire. On leur fait un petit peu moins confiance. On leur fait un peu moins bien confiance. Exactement, c'est exactement ça. Alors néanmoins, on conserve l'angle short duration que j'évoquais tout à l'heure, une duration plus courte. Ça permet de résorber une partie du risque sur le volet taux. Donc ça, c'est le iShares Dollar Short Duration High Yield Core Bond UCITS. On a suivi. Voilà. Alors le dernier sujet qu'on voulait pointer, parce que c'est quand même très relié à l'actualité, c'est l'inflation. Alors, je vais rentrer un petit peu dans le détail technique de ce produit. On est sur des obligations qui sont émises par les États cette fois, non pas par les entreprises, mais qui ont un mérite. Elles sont indexées au niveau de leur coupon, de leur taux d'intérêt, si vous voulez, sur le niveau d'inflation officiel. Ça, c'est intéressant dans le contexte actuel. Intéressant parce que, évidemment, on est plus ou moins protégé
quelque part d'une accélération encore importante de l'inflation à venir. Hein. Donc c'est le principe de départ. Alors il faut nuancer ça parce qu'il y a d'autres effets de taux que j'ai mentionnés tout à l'heure qui viennent un peu contrebalancer cet aspect-là. Je ne rentre pas dans les détails techniques, mais... on va dire que c'est un coussin de protection supplémentaire. Un coussin de protection supplémentaire. Associé au fait que ce sont des émetteurs d'État, donc la question du risque de défaut solidité, est moins forte que sur les deux cas précédents. Et voilà donc pour ce fonds, il s'appelle alors iShares Euro Inflation Linked Government Bonds, et on est sur un fonds UCITS, bien sûr. Il est tout à fait distribué en Europe. Et je rappelle, si vous êtes client Boursorama, bien tous ces ETF, ils se négocient à 0 € de frais de courtage dans l'offre de Boursomarket. Il y a des ETF, on l'a dit, mais vous parliez au début de la gestion collective. Je me dis qu'il y a forcément aussi des gérants de talent qui sont là, des fonds actifs qui vont permettre de répondre à mon envie de me diversifier dans les obligations. Exactement. Oui. Alors, je vais repartir de ce qu'on vient de mentionner sur la question des frais de courtage. Les frais, c'est une dimension très importante. Je reviens au point initial, la question du rendement. Oui. Le rendement, on parle de 3, de 4, de 5% qui vont venir être la cible pour chaque année pour mon investissement. Oui. Le frais de courtage, c'est la question cruciale. À chaque fois que je rentre, ça va me grignoter un peu de ma performance. Et additionné sur la durée, ces frais de courtage, ça pèse. Ça pèse sur mon bilan de performance. C'est un grignotage qui peut devenir une grosse fin. Alors, c'est vrai, dans les années euphoriques, avec des performances à 2 chiffres, là, on les regarde moins. Et là, maintenant, le contexte est très différent. Donc, un point important. Associé à cela, on peut aussi choisir une gestion active. Et là, c'est l'idée de confier à une équipe de gérants un certain nombre de paramètres. Et donc, quand j'évoquais tout à l'heure la duration, sujet assez technique, le rendement, la durée, voire la question de la qualité de l'émetteur, avec son origine géographique, etc. Là, on est sur quelque chose qui est assez complexe. Il faut être un peu pointu sur le sujet. C'est une navigation assez subtile. Et donc là, on confie ça à une équipe, et le fonds qu'on a souhaité pointer aujourd'hui pour illustrer ce genre de stratégie, c'est notre fonds BGF Fixed Income Global Opportunities, qui est un fonds... j'allais dire en français le fonds amiral de la gamme. C'est un fonds qui a un mérite, il a 2 mérites essentiels. Il est très diversifié, il est capable d'aller chercher des opportunités un peu partout dans le monde, que ce soit en émetteur souverain ou crédit, donc entreprise. Et puis, il est capable aussi d'être très flexible, notamment sur la duration que j'évoquais tout à l'heure. Donc, ça peut être un point majeur d'avoir une gestion qui va pouvoir bouger dans le temps son niveau de duration, parce qu'elle estime qu'il vaudrait mieux raccourcir ou au contraire rallonger. Voilà. Donc ça, c'est, je dirais, le fonds actif qu'on a souhaité pointer. On pourrait aussi parler du BGF US Dollar Corporate Bonds, un fonds qui est là plutôt en miroir de ce que j'évoquais tout à l'heure, mais qui sera moins engagé sur la question de la duration courte. Obligation d'entreprise, Corporate Bonds. Obligation d'entreprise. Plutôt l'univers dollar d'ailleurs. On est sur des entreprises qui émettent en dollars, d'un univers très très vaste, très diversifié. Bon ben voilà, toujours très clair et pédagogue, Philippe Toledano. Moi j'ai tout compris, merci beaucoup pour ces explications sur le regain d'intérêt, la renaissance du marché obligataire et tous les produits sur lesquels on pouvait investir. Merci beaucoup Philippe. Merci à vous. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.